Merci messieurs, je suis flattée du coup de pouvoir être là avec vous et d'essayer de vous faire part un petit peu de ce que l'on sait à l'heure actuelle. Vous avez parlé de certaines thématiques que je vais essayer d'aborder. Alors j'ai besoin juste que vous m'autorisiez à partager mon écran. Alors, la grande ordonnatrice est juste à côté, sans doute. Luciane donne les ordres. Elle est en action. C'est bon, Valérie? Non, on n'a plus de micro. Si. Voilà, c'est bon. Alors c'est magnifique, super. Parfait. Donc, vous voyez bien du coup. Très bien. Parfait. Parfait. Super. Juste un tout petit mot pour rappeler qu'en bas de votre écran, tous, ceux qui veulent poser des questions dans le chat, il suffit de zoomer sur converser, de cliquer sur converser, et vous poserez une question qui sera enregistrée dans le chat, dans la partie écrite. Merci. Allez-y Valérie, merci. Parfait, merci beaucoup. Donc du coup, nous allons essayer d'aborder les différents aspects du Covid-19. Alors, sur le plan virologique, tout d'abord parce que l'on parle d'un virus, c'est un virus à ARN enveloppé qui appartient à la grande famille des coronaviridae, avec un genre particulier qui est le genre des bêta-coronavirus. Chez l'homme, 6 espèces de coronavirus sont connues. La plupart sont des coronavirus saisonniers, responsables de pathologies respiratoires ou plutôt digestives. Et il existe 2 coronavirus émergents avec une pathogénicité accrue, que sont le SARS-CoV-1, c'était en 2003, et le MERS coronavirus, qui est un virus qui émerge au moment du pèlerinage de la Mecque chaque année. Si l'on prend ce nouveau virus, donc appelé maintenant SARS-CoV-2 ou Covid, il partage 80% d'identité génétique avec le SARS-CoV-1 et 96% d'identité avec un virus de la chauve-souris. Alors, ces coronavirus ont de base un très large spectre un réservoir animal potentiellement étendu, dont on retrouve là aussi les chauves-souris. Un point important sur le virus, c'est son maintien, on va dire, dans des conditions expérimentales ou sur certaines surfaces. Le plus important, c'est que le virus est viable dans les aérosols, mais pendant environ 3 heures, d'où la nécessité d'aérer au moins un quart d'heure toutes les heures les chambres des patients Covid pour limiter un maximum qu'il y ait du virus qui reste dans la pièce et donc le risque de contamination. Sur les surfaces, les demi-vies sont extrêmement variables, on va dire de quelques heures. Le plastique, on est environ 7 heures. Alors, juste un petit point pour finir sur le virus. Alors, c'est un virus qui mute peu, mais ce qui commence à être décrit, c'est qu'il y aurait peut-être 2 souches différentes et qu'une souche prendrait peut-être le dessus dans certains pays et serait peut-être un petit peu plus virulente. Concernant l'origine, vous le savez tous, tout a débuté dans un marché aux animaux à Wuhan, en Chine, où il y a eu une contamination d'origine animale, des chauves-souris, des pangolins, un contact entre le réservoir animal et l'homme, une recombinaison génétique, un franchissement de barrière d'espèces, puis ensuite une adaptation à l'homme et une transmission. Vous voyez là le marché. Il y a quelqu'un qui a oublié de fermer son micro, un user, on entend son téléphone. Pardon. Pas de problème. Donc là, vous voyez ici le marché de Wuhan avec les pangolins. C'est vrai que les Chinois sont extrêmement friands de ces chauves-souris et de ces pangolins qui ont été a priori la source de cette contamination. Impressionnant ça. Oui. Alors, on sait que, heureusement, il y avait un système de surveillance dans les hôpitaux en Chine qui ont permis de faire très rapidement le diagnostic. Le 27 décembre, un ophtalmo a alerté le CDC de sa région en disant « on voit des pneumopathies atypiques, c'est bizarre ». Et comme il y a un système de surveillance automatique des lavages alvéolaires dans cet hôpital, ils ont pu très rapidement, en 7 jours, identifier le pathogène. Donc ils ont été extrêmement réactifs et entre les deux, ils ont lancé une alerte, entre autres partant du CDC de la Chine. Et donc à partir de là, c'est vrai que l'information a diffusé, mais aussi le virus. Alors, qu'en est-il de l'épidémiologie aujourd'hui? Alors, vous savez qu'il y a une actualisation permanente. Je vous ai mis là, si vous souhaitez voir des pages dédiées où on peut voir l'évolution de l'épidémie en France, en Europe et dans le monde. Je vous montrerai où nous en sommes aujourd'hui. En tout cas, le point important, c'est que vous voyez, nous,
l'Europe est ici. On a l'impression que ça a tendance à diminuer, on va dire, ces derniers jours. Les États-Unis en jaune, hein, c'est vraiment le foyer majeur actuellement. L'Afrique très peu touchée pour l'instant, ce qui est une bonne chose vu leur système sanitaire. Un point important, et on va en reparler après, c'est le temps de doublement. En gros, l'épidémie double tous les 2 à 7 jours. Alors voilà la situation ce matin. Nous sommes à quasiment 5 millions de nouveaux cas dans le monde, avec 323 000 décès. Alors vous voyez, à l'heure actuelle, l'ensemble évidemment du monde est touché. Les dernières données en France aussi de ce matin, nous sommes à 143 427 cas confirmés. Il y en a eu beaucoup plus car, comme vous le savez, nous avons été limités au départ sur le nombre de tests possibles et donc on ne pouvait tester que les individus qui arrivaient à l'hôpital avec des formes sévères et qui étaient hospitalisés. Donc il y a eu probablement beaucoup plus de cas. Un nombre de décès cumulés de 28 022. À l'heure actuelle, il y a moins de 2000 patients en réanimation alors qu'on était monté à plus de 7500 au moment du pic de l'épidémie. Et bien sûr, comme vous le savez, les EHPAD ont payé un lourd tribut dans cette épidémie. Alors, la carte ici de la France montre encore la carte des hospitalisations ce jour. Comme vous le savez, 2 foyers, l'Île-de-France et le Grand Est. Alors, le mode de transmission, c'est le plus important, c'est bien sûr les gouttelettes. Donc, ce sont les contacts rapprochés à moins d'1 mètre, prolongés plus de 15 minutes et d'autant plus que le sujet malade va tousser ou va éternuer. Et c'est manuporté. Manuporté surtout quand on va toucher les muqueuses et le nez, la bouche, les yeux. Ce qui est important, c'est le R0. Le R0, c'est le nombre d'individus qu'un sujet malade va pouvoir infecter. On est entre 2 et 5,7. Le dernier chiffre, c'est 5,7. En période hors confinement. Vous savez que pendant le confinement, on était de l'ordre de 0,6 en fonction des études. Donc un R0 quand même élevé quand il n'y a pas de mesures barrières ou de confinement. Sur le plan clinique, après une incubation qui est en moyenne de 5 à 6 jours, mais qui peut aller jusqu'à 12 jours, la symptomatologie la plus décrite initialement, c'était la fièvre, la toux, les céphalées et les myalgies. Et puis, un certain nombre de signes cliniques, on va voir, peuvent apparaître ensuite. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même peu de formes graves, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment vraiment une arrivée, on va dire, extrêmement importante de patients extrêmement graves dans les hôpitaux. Sur le plan de la contagion, on dit classiquement 14 jours en population générale, même si on s'aperçoit récemment dans la littérature que des patients peuvent rester positifs plus longtemps. Et on dit une contagion jusqu'à 28 jours si le patient source est un patient immunodéprimé. Alors, la clinique, on s'est rendu compte au fil des jours qu'il y avait des atteintes cliniques extrêmement atypiques et initialement non décrites. On a appris au fur et à mesure des atteintes neurologiques avec des encéphalites, des méningites, des Guillain-Barré, des atteintes dermatologiques, des atteintes ORL avec l'anosmie, la gueusie qui sont vraiment des bons signes dans cette période d'épidémie, des atteintes cardiaques avec des myocardites, des péricardites et même des troubles du rythme avec des arrêts cardiaques. Classiquement, on dit 80% de formes peu sévères, donc ambulatoires, 15% de formes sévères et 5% de formes critiques. Cette présentation clinique, les 7 premiers jours, on va dire, c'est une présentation clinique qui est liée à la multiplication du virus. Et puis, il peut y avoir un basculement entre J7 et J10 où brutalement, en quelques heures, les patients vont s'aggraver. Et ceci est dû à ce qu'on appelle l'orage cytokinique. Quand on a une forme modérée de Covid, les cellules épithéliales respiratoires vont être altérées et ceci va entraîner une production de cytokines, en particulier l'interleukine 6. Et lorsqu'il y a cette aggravation brutale, l'orage cytokinique est accru avec une production encore plus accrue d'interleukine 6, mais aussi d'autres médiateurs de l'immunité qui expliquent que le patient peut s'aggraver brutalement et qui expliquent aussi le choix de certains traitements en fonction de la période de la maladie, mais nous y reviendrons. L'imagerie peut nous aider à la fois dans
dans le bilan, on va dire, de la sévérité du patient lorsque la présentation clinique sur le plan respiratoire est floride, mais nous aider aussi au diagnostic, car la sensibilité du scanner thoracique est de 96%. Les images typiques, comme vous le voyez ici, ce sont des images en verre dépoli, multifocales à prédominance périphérique. Vous voyez, c'est collé à la paroi. Par contre, si vous voyez une présentation comme celle-ci avec de l'épanchement pleural, il faudra rechercher des embolies pulmonaires comme sur ce scanner-là, car les patients avec une infection à Covid sont plus à risque d'événements thromboemboliques. Nous allons en reparler. Le point important, c'est qu'il existe des patients qui ont des comorbidités qui vont être à risque accru de faire une forme grave. Non pas à risque accru d'acquérir le Covid, mais à risque accru de se compliquer. Ce sont en particulier les patients âgés de plus de 70 ans, aux antécédents cardiovasculaires, les hypertensions artérielles, AVC, coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque, les diabètes non équilibrés ou compliqués, les pathologies chroniques respiratoires, les insuffisances rénales chroniques, les cancers évolutifs, l'immunodépression au sens large, la cirrhose, l'obésité et la barre a changé, on est maintenant à un IMC supérieur à 30, la splénectomie, la drépanocytose homozygote et la grossesse au 3e trimestre de grossesse, bien que de nouvelles publications semblent dire qu'il n'y a pas forcément un surrisque au moment de la grossesse. Alors, comment fait-on le diagnostic? Je vous ai évoqué un petit peu le scanner, mais le prélèvement pour faire le diagnostic, c'est un prélèvement nasopharyngé avec un petit écouvillon floqué qui est réalisé par un personnel formé et un personnel protégé avec un masque FFP2, des lunettes de protection, des surdouses Charlotte et gants. Le problème, c'est qu'il faut vraiment que ça soit du nasopharyngé, pas un écouvillon nasal, ça ne marche pas. Et donc, c'est opérateur dépendant. Il peut y avoir jusqu'à 30% de faux négatifs, donc il faudra soit refaire le test, soit compléter avec un crachat induit pour faire la PCR, soit éventuellement céder du scanner. Comme le SARS-CoV-2 est un agent biologique du groupe 2, il doit nécessiter pour les transports des prélèvements un triple emballage. Alors les PCR, c'est extrêmement intéressant, on en a parlé. Cela permet de faire tôt le diagnostic, car on peut avoir une PCR positive dans le nasopharynx ou dans les autres prélèvements respiratoires ou dans le lavage broncho-alvéolaire jusqu'à une semaine avant l'apparition des premiers signes cliniques. Donc on peut avoir des patients totalement asymptomatiques qui ont déjà le virus et qui peuvent transmettre ce virus. Sur une seconde partie, donc après l'apparition des signes cliniques, en gros une dizaine de jours au moins, les patients peuvent développer des anticorps, des IgM et des IgG, les deux ensemble ou de manière décalée, avec des anticorps qui vont persister pour les IgG pour une durée indéterminée. On ne sait pas non plus si ces IgG sont protecteurs, mais des études sont en cours. Les IgM, comme de toutes les façons dans les infections virales, ils ont tendance à diminuer au bout de quelques semaines. Les dernières publications montrent que normalement, entre J17 et J19 du début des symptômes, tous les patients ont des anticorps. La sensibilité des tests ELISA est de 75 à 93%. La sensibilité des tests rapides, donc les TROT, les petits tests au bout du doigt, varie entre 36 et 100%. La spécificité des deux tests sont identiques, on est entre 90 et 100%. Alors, quelle est la place des sérologies aujourd'hui? Il y a 7 indications qui ont été validées par la HAS sur prescription médicale, mais les sérologies ne sont pas à ce jour remboursées. À l'hôpital, elles sont accessibles, elles sont cotées BHN, donc elles seront prises en charge, mais pas en vie. Les indications à l'heure actuelle, c'est en diagnostic principal pour les patients symptomatiques graves hospitalisés qui ont une PCR négative, mais qui ont eu des symptômes cliniques ou un scanner évocateur de Covid, ou qui ont eu une RT-PCR, mais après 7 jours du début des symptômes, ou des patients qui n'ont pas de signe de gravité, mais dont le test PCR était négatif avec un tableau évocateur, ou un test réalisé trop tard après 7 jours,
Ou on peut le faire en diagnostic différé des patients qui ont été symptomatiques mais qui n'ont pu être testés, ou bien sûr pour la détection d'anticorps chez les personnels soignants non symptomatiques ou des personnels d'hébergement collectif non symptomatiques. Qu'en est-il des traitements? Alors, en pratique, il y a beaucoup de publications tous les jours, souvent des études, on va dire monocentriques ou multicentriques, mais non randomisées. En pratique, les données issues d'essais cliniques randomisés bien menés sont relativement rares. On va dire que les molécules les plus souvent répertoriées dans ces essais, vous avez le remdesivir, qui est un antiviral qui a une activité in vivo et in vitro sur le SARS-CoV, avec des données cliniques sur Ebola. Les données en cours que l'on a sont discordantes. Cela pourrait marcher sur les formes sévères et dans une autre étude, les données seraient moins claires. L'hydroxychloroquine, donc vous savez, qui est un antipaludéen immunomodulateur que l'on connaît depuis de nombreuses années, avec de nombreux essais en cours ou publiés, avec des résultats discordants, mais plutôt pas forcément en faveur. Le lopinavir-ritonavir, qui est un vieux médicament antirétroviral, où des premières études cliniques montraient un effet, mais l'essai randomisé chinois, a priori, n'apporte pas d'effet de cette molécule. En France, vous savez, il y a le grand essai Discovery 5 bras, un bras standard of care, un bras standard of care avec le remdesivir, un bras standard of care lopinavir-ritonavir, un bras standard of care lopinavir-ritonavir interféron bêta, qui est le traitement de la sclérose en plaques, ou standard of care hydroxychloroquine. À l'heure actuelle, on a eu les infos hier, 750 patients sont inclus à ce jour. Il y avait 800 patients prévus en France, 3200 au total à l'Europe. Il n'y a eu qu'un patient à ce jour inclus au Luxembourg. Donc, on est un petit peu limité. Le comité de surveillance des événements indésirables n'a pas conclu sur l'effet ou non d'un bras et a dit qu'il fallait continuer l'étude. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de données. D'autres traitements ont été testés, des anticorps monoclonaux antirécepteurs à l'IL-6 ou à l'IL-1, comme le tocilizumab, le sarilumab, l'anakinra, où non pas des essais cliniques, mais des études monocentriques pourraient montrer une efficacité. C'est pour agir sur cette fameuse orage cytokinique qui peut survenir entre J7 et J10. Les corticoïdes dans cette indication aussi ont été testés. Les plasmates convalescents sont en cours de test. Il y a même des nouvelles données avec l'ivermectine, mais pour lesquelles il est difficile de faire la part des choses, car l'ivermectine était volontiers donné comme déparasitage avant la corticothérapie. Un point important, c'est que les patients Covid ont un risque accru de complications thrombotiques. Et donc, chez des patients avec des facteurs de risque thromboemboliques, avec un IMC supérieur à 30, devront avoir une prophylaxie à dose majorée par rapport à ce qui est recommandé habituellement, et donc passer plus rapidement à 0,6 ml par jour d'inoxaparine, voire 0,4 x 2 ou 0,6 x 2 en fonction de l'IMC. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Alors forcément, sur la mortalité, alors, tous les âges peuvent être touchés, mais beaucoup moins les enfants, même si on a parlé récemment des maladies de Kawasaki. Le problème, c'est que la courbe de mortalité, plus on est âgé, plus le taux de mortalité est élevé. Alors, la prise en charge, elle est mise à jour en permanence, mais au final, il n'y a aucune thérapeutique validée à ce jour. Donc, on va dire qu'on s'adapte avec l'avancée de la science. Alors, la protection, c'est extrêmement important. On parle sans arrêt des mesures barrières. Et la protection pour le soignant au contact d'un Covid, c'est une protection de type gouttelette et contact. Donc, c'est l'habillage que vous voyez ici. Et bien sûr, des chambres individuelles pour tous. Et c'est les recommandations à l'heure actuelle. Tous les patients hospitalisés, qu'ils soient Covid ou pas, doivent être en chambre seule avec des précautions standards renforcées. Alors, le vaccin, forcément, c'est quelque chose que l'on aimerait avoir. De nombreux essais vaccinaux ont débuté, mais pas encore en France. On espère, mais ce n'est pas cela qui va nous aider dans cette sortie de déconfinement. Donc, on verra comment ça avance de ce côté-là. Donc, le point important, c'est attention, vigilance sur les formes asymptomatiques que je vous ai montrées. On peut être contagieux plusieurs jours avant le début des symptômes. Il y a une diversité majeure dans la présentation clinique. Et le vécu sociétal est compliqué quand on compare aux grippes de Hong Kong, aux grippes espagnoles. Là, on a un problème
politique, médiatique qui se surajoute et qui n'est pas forcément évident pour les patients. En tout cas, le plus important, c'est se protéger et protéger les autres. Donc les mesures barrières sont nécessaires, d'autant plus que nous sommes actuellement déconfinés. Donc il faut encore plus essayer de se protéger les autres pour essayer de limiter au maximum la survenue d'une deuxième vague, évidemment. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie, merci vraiment parce que c'est un exploit de nous avoir présenté un sujet aussi complexe en peu de temps, avec tous les aspects. Et évidemment, il y a quelques questions déjà qui viennent du chat que je vous répercute. Il y a une question qui a été posée sur la sensibilité éventuelle d'un test de détection du Covid sur les crachats. Donc sur crachats, alors soit c'est des vrais crachats, donc c'est du respiratoire, il est probablement bon, mais on n'a pas d'études là-dessus. Sur la salive, certains pays le font, comme le Royaume-Uni et l'Italie, et la sensibilité paraît bonne, mais ils ne sont pas utilisés en France. D'accord. Alors je vois que Xavier Martin nous pose la question de savoir ce qu'il faut penser des cas diagnostiqués a posteriori à partir d'images de scanner, parce que du coup on a l'impression de pouvoir remonter dans l'historique du début de la pandémie. Et est-ce que c'est fiable ou pas? Est-ce que cette... Et peut-être Xavier peut poser la question lui-même, parce qu'il suffit qu'il prenne la parole. Ah. Non. Si, tout à fait. Merci beaucoup pour cet exposé qui est vraiment très clair et qui nous remet beaucoup de données en ordre dans notre tête par rapport tu as 2 secondes si tu veux. Par rapport à tout ce qu'on a pu... N'oubliez pas de fermer vos micros quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît. Donc on a pu voir que certaines équipes avaient recherché a posteriori sur des scanners qui ont été faits en octobre, en novembre 2019 et ils ont vu des images évocatrices. Donc est-ce qu'on avait déjà à l'époque des cas en France? Et alors quid de la Chine? Ils en avaient peut-être déjà depuis 6 mois ou... Alors, il y a un cas qui a été rapporté dans le 93, un patient avec une pneumopathie un peu bizarre au mois de décembre et qui a été authentifié SARS-CoV-2. Et en Chine, ils ont publié déjà des cas en novembre. Alors, possiblement que ce virus circulait déjà. A posteriori, on peut toujours se dire qu'on peut proposer aux patients la sérologie pour savoir s'ils ont eu un contact ou pas. Parce que s'ils avaient des symptômes compatibles au mois de novembre, si la sérologie est négative, cela permet a priori d'écarter ce diagnostic. Une rafale de questions sur le chat, on va essayer de les suivre et de ne pas trop dépasser après notre temps de parole. On vous pose, chère Valérie, la question de c'est quoi les formes digestives et qu'en pensez-vous? Voilà. Et puis après, il y a une autre question sur la durée de vie du virus. On ne peut pas dépasser quelques heures. Est-ce qu'elle peut être plus longue? Voilà, on va essayer de serrer les sujets. Sur les formes digestives, il peut y avoir des formes se présentant avec une symptomatologie digestive pure, c'est-à-dire des diarrhées classiquement, mais aussi des nausées, des vomissements. Et on peut avoir des formes avec cytolyse hépatique aussi qui sont décrites. Donc il faut être vigilant sur une symptomatologie digestive aussi. Concernant la durée de vie du virus, on va dire les aérosols, c'est assez bien défini. Après, selon les publications, on voit que sur les surfaces inertes, il peut rester au moins plusieurs heures. Par exemple, sur le papier, nous, quand on rentre des documents, par exemple, pour faire signer un consentement à un patient, on le met dans une enveloppe plastique, on le met dans une boîte et on le laisse 3 heures dans la chambre. Puis après, on sort la boîte et on la laisse quelques jours fermée sans pouvoir y toucher. Oui, alors merci beaucoup. D'autres questions? Alors les chirurgiens vasculaires comme Olivier Goéo et moi-même, on est un peu aussi intéressés par l'aspect thromboembolique et aussi bien artériel, parce que Olivier pose la question de la thrombose aortique qui a été décrite.
dans Annals of Vascular Surgery. Et puis, moi qui m'occupe beaucoup de pathologies veineuses et d'embolies pulmonaires, etc., il semblerait qu'il y ait une prévalence importante de ce type de complications, qui peut expliquer peut-être la mortalité aussi. Alors, ce sont surtout les complications veineuses qu'on a d'abord rapportées. Alors, on a décidé dans Annals of Vascular Surgery, comme rédacteur, je reçois en tout cas tous les papiers d'Europe, de recenser et de regrouper, d'autres journaux l'ont fait, les articles Covid. Et on a déjà, c'est ce que je disais, une dizaine de cas de thrombose aortique parfaitement non explicables autrement, donc on va dépioter ça. D'autre part, ça c'est intéressant à savoir, dans le cadre de la base de données DataVasc de chirurgie vasculaire, qui est l'équivalent d'Epitor ou d'Epicard, on va ouvrir un registre des publics et des privés sur l'ensemble des complications vasculaires qu'ils ont observées pendant cette période, veineuse ou artérielle. Mais c'est un vrai sujet. Une très bonne idée. Alors c'est vrai, comme je l'ai évoqué dans ma présentation, les événements thromboemboliques veineuses sont beaucoup plus fréquents. C'est pour ça qu'il y a des recommandations pour adapter l'anticoagulation préventive et pour majorer ces deux anticoagulants. Donc il faut être vigilant. Bien sûr, il y a des thromboses aussi aortiques. Il y a des pathologies vasculaires, on va dire un peu autres, avec des vascularites, entre autres au niveau cérébral. Donc c'est vrai que les vaisseaux ont l'air touchés par le virus. En tout cas, si je peux me permettre, si vous avez des prélèvements, si sur les thromboses aortiques certains gestes sont réalisés, ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire de la PCR sur le tissu. Il y a une dernière question. Oui, on va l'ajouter à la base de données. Mon cher Olivier, allô. Oui. Merci madame pour ce... Vraiment c'était très très clair, très précis. Merci pour vos réponses aussi très courtes et très précises aux questions. Voilà, moi j'avais une seule question à vous poser. Je ne suis évidemment pas virologue, je suis chirurgien orthopédiste. Mais j'ai écouté une émission dans les grands médias, à la télévision plus exactement, qui maintenant il y a 15 jours, où quand même un prix Nobel français, j'allais dire exilé aux États-Unis, vous voyez de qui je peux vous faire allusion, mettait en exergue le fait que ce virus était un virus reconstitué à partir probablement d'un virus du SAR peut-être, et puis du HIV. Et il disait de façon très claire que c'était une manipulation virale et tout. Il a été aussitôt contredit par un de vos collègues de l'Institut Pasteur. Mais cette polémique, s'il vous plaît, où est-ce qu'elle en est ? Je dirais que la polémique est descendue aussi rapidement qu'elle est arrivée. On n'en entend plus du tout parler et il n'y a aucun argument dans la littérature qui va vers cette hypothèse, mais plutôt des arguments sur justement les animaux, les chauves-souris, les pangolins, etc. Donc, non. Merci beaucoup, madame. Je voulais poser une question. Merci. Ah voilà, vas-y, prends la parole. Jean Caddy. Oui, alors j'ai plusieurs remarques à faire. La première, dans 30% des cas, il s'associe des manifestations digestives et qu'elles aggravent considérablement le pronostic de la maladie. Vous m'entendez ? Oui. Et je suis un peu surpris que, contrairement aux vétérinaires, vous ne connaissiez pas la maladie des chats, le PIF, qui est exactement la même maladie, sauf qu'elle est gastro-entérologique et que les tests sont positifs dans les selles. Or, personne n'a l'idée de faire des tests sur les selles, ce qui est quand même intéressant. On va répondre à la question. Sur les selles, alors sur la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, alors je ne me suis pas attardée sur les selles. Les selles peuvent être testées. En général, les gens sont symptomatiques, ont des selles positives 24 à 48 heures après le début des signes cliniques et ça peut persister plusieurs jours. Nous, on l'a fait pour certains patients avec des formes digestives, donc c'est fait dans certaines études, tout à fait. Alors, une question qui est sur le chat, pardon, excusez-moi, je continue la modération. Il faut essayer de répondre à toutes les questions posées par Internet. Quelle est la durée de positivité des tests chez les malades de réanimation ? Alors, je sais qu'il y a un topo spécifique de réanimation juste après, alors peut-être que ma collègue pourra répondre. Le problème de la réanimation des comorbidités de l'immunodéprimé fait que le patient peut avoir des PCR qui restent positifs plus longtemps. J'ai une question, si possible. Émile Beaulieu, vas-y. Jacques Beaulieu. Ouais. Jacques, pardon, lapsus, explique-moi.
On me confond souvent avec Étienne Beaulieu. Émile Étienne. Suite que Jacques Beaulieu. Émile, qui est un autre célèbre. J'ai une question qui concerne l'évolutivité actuelle de la maladie dans cette période de déconfinement. Oui. J'aimerais connaître le taux de positivité actuel des tests RT-PCR dans le dépistage envoyé par les médecins généralistes, les médecins traitants, en compte actuel, le taux actuel, et le taux comparé avec celui des semaines précédentes. Ça nous donnerait une idée de l'évolution de l'agressivité actuelle de la maladie. Alors, c'est compliqué de répondre parce qu'en médecine générale, ils n'ont pas eu accès facilement à la PCR dans le nasopharynx. Et alors actuellement, ils n'ont plus vraiment de malades. Donc, la réponse, on va dire, est compliquée à l'heure actuelle. En tout cas, le problème de ces tests, c'est qu'il peut y avoir 30% de faux négatifs et encore plus quand on voyait les images dans les médias de patients qui étaient testés dans leur voiture avec, en position assise, on n'arrive pas à atteindre le nasopharynx comme cela. Oui, mais précisément maintenant, sur 100 malades qu'on va dépister par test RT-PCR, combien sont positifs en France? On n'a pas la réponse parce qu'on ne teste que des gens qui ont une symptomatologie. Potentiel. Ben, c'est quand même important de savoir parce que justement, ça nous donnerait une idée de l'évolutivité réelle de la maladie. Je vais vous répondre. J'ai entendu dire que le taux était entre 2 et 4% dans le nord-est de la France, alors qu'il était jusqu'à 30-40% il y a quelque temps. Est-ce vrai? Alors, je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le nombre de patients testés à l'heure actuelle, qui se présentent aux urgences avec une symptomatologie potentielle, il y en a très très peu qui sont positifs. Donc ça donne l'idée que la maladie est de moins en moins agressive. Alors, c'est pas l'agressivité, c'est la circulation du virus. Circulation, d'accord. Est-ce que je peux vous poser une question un peu complémentaire qui concerne plutôt le pronostic et l'évolution des patients en fonction d'une éventuelle contamination? Est-ce que vous avez parlé, Valérie, de la faible mutabilité probable du virus, ce qui veut dire qu'on n'a pas trop à craindre a priori quand on a été immunisé, contaminé, l'immunité doit être solide et il y a peu de risque d'avoir une contamination par un virus qui aurait muté. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas forcément la réponse sur la cinétique de persistance de ces anticorps et sur leur caractère protecteur neutralisant. Parce que certaines équipes ont bien montré que certains anticorps pouvaient être même facilitants, comme dans l'infection par la dengue. Donc, il faut être vigilant. On en apprend tous les jours, donc nous n'avons pas forcément toutes les réponses. Est-ce qu'il y a de quoi ou non rassurer la population? Parce que ça induit un risque potentiel qui est peut-être surreprésenté dans la population générale. Et est-ce qu'il ne faut pas essayer de donner un sentiment de faible probabilité? Tout à fait. Je pense qu'il faut considérer que quelqu'un qui a été en contact et une sérologie positive est a priori protégé pour une durée, on va dire, indéterminée, mais en tout cas pour les prochains mois, a priori, le patient devrait être tranquille, mais il ne faut pas lui dire de lever les mesures d'isolement et de distanciation sociale parce qu'il est important de tous se protéger. Merci. Bon. Est-ce qu'il y a encore des questions? Peut-être Hubert, tu veux dire un mot à Valérie avant de passer peut-être la parole au deuxième sujet? En fait, si Valérie peut rester avec nous pour la suite, je serais très content parce qu'il y a des sujets croisés avec les autres thèmes. On aura peut-être besoin de votre avis en particulier sur la réorganisation des services chirurgicaux, les tests sur nos patients. Quels sont les risques de contamination, etc. dans les circuits du bloc? Ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, j'ai plusieurs réunions car je n'avais pas prévu. Donc... Effectivement, donc on voulait remercier Madame Pourchet pour ses messages très clairs et je me demande si elle ne va pas revenir parce qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas pu être posées. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Peut-être à bientôt. Ok. Merci à vous. Alors oui, par Zoom, on applaudit moins, mais enfin, les applaudissements passent moins bien. Voilà. Alors, on fait des concerts à distance comme ça. Voilà. Donc on va passer.